Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Conseil des ministres ce matin à Yamoussoukro, conseil présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Au nombre des sujets évoqués, l'effondrement de l'immeuble qui a fait plusieurs morts dans la ville. Mondial 2018, que d'engouement autour de la compétition. Si pour les passionnés du ballon rond, c'est un véritable régal, et bien pour les commerçants et autres réparateurs de télévision, c'est le lieu de faire de bonnes affaires. On en parle dans ce journal. Et puis les présidents de la Guinée et du Ghana sont au Togo. Les médiateurs de la CEDEAO y sont pour rencontrer les responsables du pouvoir et de l'opposition autour de la crise que traverse le pays depuis bientôt un an. Avant tout, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan après le Conseil des ministres qu'il présidait à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. C'est précisément à 16h20 que l'avion transportant le chef de l'État a quitté Yamoussoukro pour donc rallier Abidjan. Et c'est la ville de Yamoussoukro, je vous le disais tantôt, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, qui a abrité ce mercredi le Conseil des ministres, réunion hebdomadaire des membres du gouvernement, présidée donc par le chef de l'État. Plusieurs décisions prises dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Le Conseil n'a pas manqué d'évoquer l'effondrement de l'immeuble qui a causé plusieurs morts dans la ville. Awa Touré. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix ce mercredi 27 juin à Yamoussoukro, le Conseil des ministres, le dernier de ce mois, a fait le point sur la mise en œuvre des mesures arrêtées par le Conseil national de sécurité. Un conseil extraordinaire qui s'est tenu le 21 juin suite aux graves inondations des 18 et 19 juin qui ont touché le district d'Abidjan et des localités de l'intérieur du pays. À ce jour, l'assistance sanitaire et financière aux victimes, la mobilisation des forces de défense et de sécurité pour la sécurisation des domiciles sinistrés, l'assistance en tout genre est effective sur le terrain. De même que le curage des ouvrages de drainage, le déguerpissement des personnes vivant encore dans des zones à risque, la destruction des constructions réalisées dans les bassins d'orage et sur les ouvrages de drainage et d'assainissement. Tout cela se poursuit avec la plus grande fermeté, chacun le comprend, à la hauteur de la gravité de cette catastrophe. Pour mieux maîtriser le développement urbain et éviter la prolifération des quartiers précaires, le Conseil a décidé de la création d'une zone d'aménagement différé selon le schéma directeur d'Abidjan. Le périmètre couvert par la zone d'aménagement différé comprend des périmètres des communes et sous-préfectures de Grand Bassam, de Bonois, de Bingerville, d'Anyama, d'Azaguié, d'Alépé, de Luapo, de Brofodoumé, de Songon, de Dabou et de Jacquesville. Cette mesure contribuera à mieux maîtriser le développement urbain de la ville d'Abidjan en mettant un terme à l'occupation anarchique des espaces urbains et à la prolifération de lotissements de type villageois non équipés qui conduisent à la dégradation de l'environnement urbain, à la prolifération de quartiers précaires sous-équipés ainsi qu'à la multiplication des poches d'insécurité. Le gouvernement entend par ailleurs assurer à long terme l'approvisionnement en eau potable de la ville de Bouaké et des localités des régions du Nord et du Centre-Nord. En vue d'assurer un service de qualité et surtout d'assurer à long terme l'approvisionnement en eau potable des populations de Bouaké, le Conseil des ministres a décidé de la réalisation d'une conduite de transfert d'eau brute du lac de Kossou jusqu'à la station de traitement d'eau de la Loca située à Bouaké. Ce projet est estimé à une quarantaine de milliards de francs CFA. Le Conseil a adopté également un programme d'urgence pour 14 localités des régions du Nord et du Centre-Nord, potentiellement en difficulté à court ou à moyen terme. Pour ces 14 localités, ce programme d'urgence aura un coût estimé
à ce jour à 10,8 milliards de francs CFA. Ce programme comprend notamment la réhabilitation des retenues d'eau de certaines localités, la réhabilitation des unités de traitement et l'installation d'unités compactes de traitement sur de nouvelles retenues d'eau identifiées. À moyen terme, le gouvernement prévoit, en plus de la libération et de la restitution des champs captants, la réalisation d'une étude générale de sécurisation de la desserte en eau des grandes villes de notre pays. Et puis cette décision qui va améliorer la vie des populations dans l'espace CEDEAO, la mise en œuvre du règlement relatif au free roaming dans la sous-région ouest africaine. Ce règlement a été adopté par le Conseil des ministres de la CEDEAO en décembre 2017 avec l'objectif de permettre aux usagers des services de communication mobile en déplacement dans l'espace communautaire d'utiliser leur numéro d'origine et de bénéficier des services dans la zone visitée sans discrimination tarifaire. Ces règlements prescrivent notamment la gratuité de la réception de SMS, la gratuité de la réception et de l'écoute de messages vocaux en itinérance communautaire, ainsi que la gratuité de la réception d'appels en itinérance sur une période de 30 jours consécutifs de séjour hors du pays d'origine. Autre décision de ce Conseil des ministres, la prorogation du mandat de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI, en attendant la désignation des nouveaux membres. Plusieurs morts et de nombreux blessés enregistrés dans l'effondrement de cet immeuble au quartier millionnaire à Yamoussoukro. L'enquête se poursuit. Le maître d'ouvrage a été, vous le savez, certainement interpellé. Des poursuites sont engagées contre donc les présumés auteurs de ce drame. On écoute sur la question le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabané-Koné. L'enquête ouverte a révélé que le propriétaire de l'immeuble n'avait pas de permis de construire et, plus grave, avait passé outre les mesures d'arrêt des travaux ordonnées par la mairie et par le ministère de la Construction. À ce jour, le nommé Kwasi Beniwa Théophile, maître d'ouvrage et qui a suivi les travaux jusqu'au 3e étage, a été interpellé et placé sous mandat de dépôt. Madame Amin Cho Rosalie, épouse de Yoboué, propriétaire de l'immeuble, est en fuite. Elle est recherchée. Elle continue d'être recherchée. Le concepteur du plan du bâtiment, M. Seka Atse-Camille, député, est convoqué le 6 juillet prochain devant le juge d'instruction. Il était absent au moment des faits. Le président de la République a ici donné des instructions fermes à tous les ministères concernés, en particulier celui en charge de la construction, celui de l'Intérieur, celui de la Justice, afin que la loi soit intégralement appliquée et que toutes les personnes jugées fautives soient effectivement sanctionnées. Et suite à ce drame survenu le 13 juin dernier à Yamoussoukro, la ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant a rendu visite aux victimes. Mariatou Koné leur apportait le soutien et la compassion exprimée donc du gouvernement. Kader Sogodogo. Préfecture de Yamoussoukro, Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, vient au nom du gouvernement apporter compassion et soutien aux familles des 10 morts suite à l'immeuble en construction qui s'est effondré au quartier millionnaire. Le gouvernement, très sensible à cette douloureuse épreuve, s'associe au deuil qui frappe ces familles. Ainsi, chaque famille éplorée a reçu une somme de 1 million de francs CFA. Des blessés, au nombre de 21, ont perçu chacun 100 000 francs CFA. Les frais médicaux et les frais liés à la conservation des corps ont été également pris en charge par le gouvernement. Les victimes n'ont pas voulu garder le silence. Madame la ministre, sachez que sur le chantier de l'émergence, il y aura toujours de telles situations. Et nous voudrions demander au président de la République de ne pas perdre courage. Il a notre soutien et que Dieu vous bénisse. À l'issue d'une visite à l'un des blessés encore internés à l'hôpital Saint-Joseph-Moscati, la ministre Mariatou Koné a bien voulu réitérer la solidarité du gouvernement. Le président de la République me dit de leur dire Yako. Yako pour toutes les souffrances
Yako pour les décès, Yako pour les blessures. Le président de la République me charge de féliciter les sapeurs-pompiers, le corps médical, le corps préfectoral, le conseil municipal, toutes les personnes de bonne volonté qui se sont mobilisées afin de secourir nos frères et sœurs qui sont sortis des décombres. Les 10 morts et 21 blessés sont tous des travailleurs du bâtiment. Élan de solidarité également autour des victimes des inondations dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Vous le voyez sur ces images, les Ivoiriens continuent de faire parler leur cœur et les footballeurs internationaux ne sont pas en reste. Maswell Cornet et Max Alain Gradel ont fait don de vivres et de produits de première nécessité au ministère de la Solidarité pour justement faire face aux besoins des familles sinistrées. Et je vous fais lecture de ce communiqué du procureur de la République d'Abidjan à la suite des graves inondations survenues dans le district d'Abidjan, causant de nombreux morts et d'importantes destructions de biens. Les services techniques des ministères concernés ont fait le constat que les principales causes résident dans la dégradation d'ouvrages publics, notamment par l'obstruction des voies de canalisation et de drainage des eaux de pluie. Ces faits constitutifs de dégradation volontaire d'ouvrages publics et de biens ayant entraîné mort d'hommes sont prévus et réprimés par les articles 423, 424 et 425 alinéa 2 du Code pénal. Leurs auteurs et complices feront donc l'objet de poursuites judiciaire. La mise en place des instances du Sénat ivoirien, on en parle à présent. La mise en place ajournée est prévue pour se tenir ce mercredi. La séance plénière du Sénat n'aura duré qu'une demi-heure. C'est ce que nous explique Mahama Traoré. La mise en place du bureau et des différentes commissions du Sénat devra attendre le temps pour le Conseil constitutionnel de se prononcer sur la proposition de règlement du Sénat adoptée hier mardi par les 66 sénateurs. Voilà qui explique le report de la séance plénière de ce mercredi. Nous avons décidé de suspendre notre séance en attendant l'avis du Conseil constitutionnel. C'est un avis technique. Il est important pour le Sénat de commencer à respecter la loi qu'il s'est lui-même donnée, parce que nous avons voté hier, respectant le contenu de la loi. En attendant la constitution des instances, la deuxième chambre du Parlement est au travail. Sur sa table, le gouvernement a déposé une vingtaine de projets de loi à examiner. Nous avions des commissions ad hoc qui sont là. On va travailler d'une manière informelle. Rien ne nous empêche de les examiner. Maintenant, c'est pour les adoptions. Là, on a besoin des commissions. La proposition de règlement du Sénat sera transmise ce jeudi au Conseil constitutionnel. Son verdict est attendu dans un délai de 15 jours. Mais avant, Jeannot Kouadio Aoussou invite les sénateurs à s'approprier ce texte afin de mieux maîtriser le fonctionnement de leur institution. On évoque à présent la limitation de l'âge des véhicules importés. Des mesures annoncées pour accompagner l'application du dit décret qui prendra effet effectivement le 1er juillet 2018. Notez que le comité paritaire de suivi de la mise en œuvre de la dite décision s'est réuni ce mardi. C'était au ministère des Transports. On y va avec Jean-Louis Bongo. Dans exactement 4 jours, c'est-à-dire le 1er juillet 2018, le décret portant limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire rentrera effectivement en application. Et les principaux acteurs du secteur, réunis au sein du comité paritaire de suivi de la mise en œuvre de ce décret, se sont engagés à respecter cette échéance. Le comité invite les organisations du secteur de l'importation des véhicules d'occasion, celles du secteur du transport routier intéressé et toute personne ou structure désirant importer en Côte d'Ivoire des véhicules d'occasion à considérer la date du 1er juillet 2018 comme date de prise d'effet du décret susmentionné et correspondant à la date marquant la fin d'embarquement des véhicules d'occasion concernés. Dans la déclaration qu'ils ont co-signée, les membres de ce comité de suivi ont exhorté le gouvernement à prendre des mesures d'accompagnement afin de garantir une meilleure exécution de ce décret. L'accélération de la dématérialisation des procédures de dédouanement et d'immatriculation des véhicules pour réduire les délais et supprimer certains frais.
la poursuite du renouvellement du parc automobile, la mise en œuvre de mesures urgentes pour maîtriser les coûts d'achat des véhicules d'occasion, l'examen de mesures complémentaires pour préserver les emplois et assurer le maintien du dynamisme du secteur de la vente d'automobiles. Au sein de ce comité de suivi, on retrouve les représentants de transitaires, d'importateurs de véhicules d'occasion, des transporteurs, d'organisations de consommateurs et des ministères techniques. Tous s'accordent pour la poursuite du dialogue avec les acteurs de la filière afin de réussir le rajeunissement du parc automobile en Côte d'Ivoire. Dans la nuit du 23 donc au 24 juin 2018, une fuite de pétrole brut a été détectée sur un pipeline de la société ivoirienne de raffinage, la CIR, à proximité du marché de la commune de Port-Bouët. Aucune perte en vie humaine enregistrée. Seulement 24 heures après, c'est-à-dire lundi 25 juin, un autre site a été découvert, non loin du premier, dans la même commune. Nos reporters se sont donc rendus sur les lieux. À leur tête, Cheikh Koné. Périmètre bouclé, délimitation du site avec un ruban de sécurité, les agents de force de l'ordre veillent au grain. Depuis l'incident survenu dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 juin, les équipes techniques de la société ivoirienne de raffinage CIR sont à pied d'œuvre pour établir définitivement le pipeline défectueux. Nous avons pompé tous les hydrocarbures qui s'étaient épanchés et nous avons enlevé tout le sable pollué, nous l'avons ramené en raffinerie pour le retraiter, le rendre propre. Nous avons décidé de faire l'inspection entière de ce pipeline. C'est un pipe qui fait 5 km de la raffinerie jusqu'au terminal en mer. Nous avons donc décidé de faire son inspection. Depuis, les opérations d'enlèvement de l'arrobage sur la tuyauterie ont débuté. Elles permettront d'inspecter minutieusement le niveau de dégradation de l'infrastructure. En attendant, des colliers d'acier ont été provisoirement installés sur le pipeline afin d'éviter d'éventuelles fuites. Du côté des populations riveraines, il y a eu plus de peur que de mal. Ibrahim Madi, premier témoin de cet incident, raconte. Samedi soir, vers les minuit 20 minutes, il était assis devant la boutique. Et puis, il y avait essence. Il y avait beaucoup de l'eau comme essence, sortait comme ça. Je suis parti regarder et j'avais que essence. La voiture là s'était arrêtée à côté, mais quand l'essence là s'est montée en haut, c'est ça j'ai appelé 6 personnes comme ça, puis on a poussé la voiture là jusqu'à s'arrêter sur les tuyaux. Donc ça fait que le tuyau ne va pas en haut. Tout semblait maîtrisé lorsque 24 heures après la découverte de la première coulée de pétrole brut, un autre site à quelques encablures du précédent est découvert le lundi 25 juin. Mais très vite, les équipes techniques circonscrivent la propagation du combustible. 2 accidents en moins de 72 heures qui interpellent. Il n'y a aucune conséquence quant à la santé des populations. Ce n'est pas un produit toxique, ce n'est pas un produit radioactif, c'est du pétrole brut. Pour rappel, la coulée de pétrole brut dans la commune de Port-Bouët fait suite à un tuyau souterrain défaillant de la société ivoirienne de raffinage. Dans un communiqué, le Centre ivoirien anti-pollution, CIAPOL, rassure les populations sur l'absence de danger et assure que ces équipes mènent, aux côtés d'autres structures concernées, des opérations conjointes de contrôle. Voilà, aucune perte en vie humaine enregistrée donc dans cet incident signalé non loin du marché de nuit de Port-Bouët. Des experts des pays de la CEDEAO réunis à Abidjan pour plancher sur la qualité du carburant. Pour ce faire, il faudra, selon ces experts, réduire, entre autres, le soufre contenu dans le carburant. C'est ce que nous explique Grace Crando, son reportage pour en savoir davantage. Les pays de la CEDEAO veulent réduire le soufre dans le carburant d'ici à 2020. La norme exigée est de 50 parts par million ppm au lieu de 3500 ppm. Le soufre est un produit chimique contenu dans le gasoil et qui a des effets nocifs sur la santé et l'environnement. Les raffineries sont aussi concernées. Elles ont entre 3 et 4 ans pour se conformer à cette décision. Ces pays de la CEDEAO se sont donc retrouvés dans le but d'harmoniser leur point de vue sur la question. Il s'agit pour nous ici de faire en sorte que chaque État, surtout les États qui ont des raffineries, puissent avoir les financements nécessaires pour avoir des équipements aptes à réduire le soufre dans leur gasoil. Pour la Côte d'Ivoire, par exemple, il faut un investissement qui tourne autour de 300 milliards de francs CFA. Et l'atelier recommande de faire le plaidoyer au niveau des États pour que les États se saisissent de ce problème
pour arriver au financement tant souhaité. Notre présence ici a permis aujourd'hui de suivre la présentation d'une étude qui est lancée à l'initiative de la CEDEAO, où un consultant a été recruté. Ce consultant va passer en revue toutes les normes et les spécifications au niveau de chaque État membre pour venir à la fin d'ici décembre avec un rapport harmonisé et adopté pour permettre à la CEDEAO d'arriver vers une directive qui va concerner la réduction du taux de soufre à 50 ppm dans le carburant. Les pays de la CEDEAO doivent promouvoir le développement des énergies propres et renouvelables, encourager les États à poursuivre les efforts en matière de construction des routes font aussi partie des recommandations faites par les participants. Dans l'actualité également, l'érection de la ville de Ndoussi en commune, quelle retombée pour les populations du département de Tiasalé. Pour en parler, le ministre Maurice Kwaku Bandama a tenu récemment une réunion avec justement les populations. Kassoum Diarasouba et Chantal Akandan se sont penchés également sur le sujet. Ndoussi, sous-préfecture du département de Tiasalé dans la région de l'Agnébi-Tiassa, a été érigée en commune. Une érection qui n'est pas sans conséquences. Vu le décret de création de la commune de Ndoussi, modifie le périmètre de la commune de Tiasalé dans lequel était précédemment Ndoussi. À ce sujet, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, fils et cadre de la région, a eu rencontre avec les populations du département de Tiasalé. Pour lui, la création de la commune de Ndoussi, loin de causer du tort à la commune de Tiasalé, donnera au contraire une vitalité et un dynamisme aux deux communes. Il a relevé que Ndoussi a un passé glorieux et des ressources économiques nécessaires qui ont beaucoup pesé dans la balance de son érection en commune. Maurice Kwaku Bandama a ajouté que les deux communes mettront en place un axe de développement qui va tirer à l'avant la région tout entière. Tiasalé compte environ 58 000 habitants et Ndoussi 56 000 habitants. Pour le maire de la commune de Tiasalé, Sila Swalio, la création de la commune de Ndoussi permettra aux deux maires de travailler au bonheur des populations. Au terme de la rencontre, le ministre Maurice Kwaku Bandama a visité le bâtiment qui devra accueillir l'hôtel de ville de Ndoussi. Deuxième jour hier du Forum international des logements sociaux, économiques et standing au plateau. Les échanges ont essentiellement porté sur l'état des lieux du programme de construction des logements sociaux, économiques et standing. Les promoteurs immobiliers se sont engagés à produire des logements en quantité suffisante pour donc satisfaire la forte demande. Notez que l'idée est de construire désormais des maisons à partir des technologies innovantes. Mondial 2018, je vous en parlais en titre. Que d'engouement autour de cette compétition. Si pour les passionnés du ballon rond, c'est un véritable régal, et bien pour les commerçants et autres réparateurs de télévision, c'est le lieu de faire de très bonnes affaires. Mondial 2018, quel impact sur les petites affaires? Le dossier est signé Nadia Edja et Jean-Louis Bambo. Elle fait vibrer les amoureux du ballon rond. Mais la Coupe du monde de football, c'est aussi un regain d'activité économique, notamment celle liée au petit écran. Moustapha Diaby, réparateur de télévision dans le quartier de Williamsville, exerce depuis une dizaine d'années. Une affaire rentable, encore plus avec l'organisation de la Coupe du monde de football qui cristallise l'attention des téléspectateurs. Il y a d'autres qui avaient les télés qui n'étaient pas match. Nous avons envoyé ça pendant quelques jours de la Coupe du monde et puis avec une pression, on dit oh non, on ne veut pas travailler pression. Et puis, quand la Coupe du Monde a commencé, c'est d'autres envoyés, c'est bon, moi c'est une quinzaine de télé. J'ai reçu une télé LCD, et puis hier soir, il y a le son, mais il n'y a pas de lumière. Pour la réparation de cette panne, la facture s'élève à 45 000 francs CFA. 5 à 6 télévisions réparées par semaine pendant le mondial. En temps ordinaire, ce sont 2 à 3 télévisions qu'ils réparent sur la même période. Les coûts de ces prestations varient entre 15 000 et 80 000 francs CFA. Nous laissons Mustapha avec ce client. Notre destination, Mahakori, dans un magasin de vente de postes téléviseurs et autres appareils électroménagers. Ici, des promotions sont en cours pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde a commencé et ma télévision est en panne, donc je suis venu pour une télévision ici. Nous avons vu les prix par rapport à la promo. Nous avons vu que les prix ont vraiment chuté. Et
une télévision de 55 pouces qu'on nous faisait à 1 250 000. Présentement, dans la boutique, on nous présente la télévision à 700 000. Des rabais considérables sur cette période sportive, une stratégie qui assure l'explosion des ventes. On savait déjà qu'on allait réussir à vendre pas mal de télévisions, mais grande fut notre surprise quand notre chiffre d'affaires a carrément doublé. Parce que vous rentrez par exemple dans un supermarché dans lequel on avait fait une activation et vous voyez que chaque minute il y a quelqu'un qui part avec une télévision. C'était vraiment waouh quoi. On peut aller jusqu'à 80%, la progression, jusqu'à 80%. Et ça continue encore. Là on est en rupture sur certains produits. Mais cet engouement n'est pas le même chez d'autres concurrents. Naguib Saad est propriétaire d'un commerce d'électroménager dans la commune du Plateau. Pour cette édition de la Coupe du Monde, il pratique aussi des réductions sur ses postes téléviseurs. Mais chez lui, les retombées sont loin d'être celles escomptées. Jusqu'à maintenant, la demande est très faible. Peut-être 10% de plus que ce qui se fait actuellement. Moi, j'ai connu les Coupes du Monde de 86, de 98. C'était des milliers de télévisions que nous vendions à cette époque. Quand on vendait, par exemple, 1000 télés par mois, la Coupe du Monde, c'était 4000 télés. Et c'était des télévisions qui coûtaient beaucoup plus cher que ce qu'on vend aujourd'hui. En revanche, installé dans un coin à l'intérieur de la boutique de Naguib, cette responsable des stands de distribution de bouquets satellitaires se frotte les mains. Par rapport à la Coupe du Monde, il y a eu plus de ventes de décodeurs, un peu plus de nouvelles abonnés. Notre vente a augmenté de 80%. Des passionnés de foot qui ne veulent rater cette compétition d'envergure sous aucun prétexte. Au-delà de l'aspect ludique, le football avec ses compétitions de haut niveau telles que la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde contribue efficacement au boom de nombreux business. À présent, l'actualité internationale a commencé par le Togo. Le Togo qui recevait ce mercredi la visite des médiateurs de la CEDEAO, des médiateurs venus évoquer la crise qui secoue le pays depuis bientôt 1 an. On fait le point avec Laurence Achaud, Olivier Riebi et Sidonie Davila. Médiateurs de la CEDEAO dans la crise togolaise, les présidents Alpha Condé de la Guinée et Nana Akufo-Addo du Ghana sont à Lomé pour décrisper et apaiser le climat sociopolitique. Ils ont rencontré ce mercredi les représentants du pouvoir et de l'opposition pour discuter de la crise qui traverse le pays depuis près d'1 an. Les facilitateurs ont appelé les deux parties à faire des concessions pour aboutir à un résultat consensuel. Une délégation du gouvernement d'Érythrée s'est rendue hier à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Une visite historique qui vise à mettre fin à des décennies de conflits entre ces deux voisins de la Corne de l'Afrique. Lors de leur rencontre, le Premier ministre assure que la paix entre les deux pays apporte de nombreux bénéfices tant au plan politique qu'économique. Il s'est ouvert hier mardi à Pékin, le Forum sino-africain sur la défense et la sécurité. Premier forum du genre, ce rendez-vous illustre l'influence grandissante de la Chine en Afrique, notamment sur le plan militaire. Pendant 15 jours, les responsables chinois et africains de la défense vont échanger à Pékin autour des thèmes relatifs à la sécurité régionale ou la coopération sino-africaine en matière de sécurité. En 2017, la Chine a inauguré sa première base militaire sur le continent africain à Djibouti. Elle est considérée comme un important partenaire militaire pour de nombreux pays africains. Commentaire de Sidonie Davila qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.